Bonjour, le continent européen est le plus royal de tous les continents. La quasi-totalité des pays de l'Union européenne a été un jour une monarchie et aujourd'hui, on en compte encore 12. Nous nous sommes demandé ce que c'est que d'être un aristocrate en Europe. Nous irons voir cela aux Pays-Bas, où la monarchie est bien vivante, en Roumanie, où la royauté a disparu avec les communistes. Nous ferons aussi un petit détour dans le dédale de la généalogie de la noblesse française. C'est parti. Les monarchies qui restent en Europe sont bien évidemment constitutionnelles. Les rois, reines, princes et grands-ducs ne gouvernent plus directement leur pays et les familles d'aristocrates n'ont plus les privilèges d'antan. Nous partons aux Pays-Bas. Les nobles ont été très contestés au moment de mai 68 et ils ont eu énormément de mal à redorer leur blason pour retrouver une certaine légitimité. Mesdames et messieurs, le roi. Ce jour, Willem Alexander, le plus jeune souverain d'Europe, visite une cité déshéritée de la banlieue d'Amsterdam. Ce descendant de Guillaume d'Orange, c'est d'ailleurs la couleur de la famille royale, veut être un monarque du XXIe siècle et surtout pas un fétichiste du protocole. Il se veut proche de son peuple et nous avons même pu le filmer en train d'esquisser un pas de rap. C'est une belle tradition aux Pays-Bas. Ça fait partie de notre pays. C'est magnifique. On est tous en orange. Bien sûr que c'est bon pour les Pays-Bas, mais ça crée surtout une cohérence sociale, un lien entre les gens. Avant d'en arriver à cette monarchie, je dirais, décomplexée, la noblesse dans son ensemble a dû avaler bien des couleuvres. Bonjour, que voulez-vous ? Bonjour, je suis Biner de Beaufort et je suis avec la télévision française. Ils aimeraient bien pouvoir filmer votre maison qui appartenait avant à ma famille. Vous ne pouvez pas. Au revoir. Alors ? C'est pas possible. Biner de Beaufort est un descendant de la noblesse huguenote française. Il a le titre de seigneur. Aujourd'hui, il est écrivain et journaliste. Cette maison appartenait à ma famille, mais après la Seconde Guerre mondiale, on a dû la vendre car on ne pouvait plus l'entretenir. Beaucoup d'aristocrates aux Pays-Bas ont dû vendre leur maison. Les taxes foncières avaient beaucoup augmenté, ils ne pouvaient plus garder le personnel. Si sa famille a dû vendre à contre-cœur sa propriété à de riches commerçants, Binert a connu, lui, une autre forme d'humiliation. Ici aux Pays-Bas, les années 60-70 ont été une époque révolutionnaire et il fallait que tout le monde soit égal. Pour cette raison, il était un peu honteux de faire partie de l'aristocratie. On n'osait pas le revendiquer, on ne pouvait pas expliquer nos origines et l'égalité était la seule vraie valeur. Venez voir, je crois que j'ai terminé mon tableau. Il a donc fallu réagir, gommer cette image négative de la noblesse, pouvoir enfin marcher la tête haute. La famille Van Voort-Tot-Voort est aujourd'hui une famille bien dans sa peau. Des aristocrates qui ne cachent plus leurs origines. Je suis baronne et j'ai acquis ce titre en me mariant. Moi, je suis ce que l'on appelle une femme seigneur. C'est le titre le plus bas. Je suis d'une famille noble plus récente que celle de mon mari. Lui fait partie de la noblesse terrienne du XIVe siècle et c'est la quatrième plus vieille famille du pays. Pour la nouvelle génération, les sentiments sont plus mitigés. C'est marrant, mais ça ne représente plus grand-chose. Avant, on habitait dans les châteaux. On n'était pas de simples citoyens. Aujourd'hui, on est tous pareils. On n'a pas de statut particulier. Aussi fier, mais on peut dire quoi parce que je suis née dans cette famille et je peux pas changer. Donc,
Bernd van Worts est très fier de son histoire, de sa descendance. Il sait pourtant qu'il ne faut pas s'isoler du reste du monde. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir honte de ce que tu es. Avec la mondialisation, il y a maintenant un retour vers les traditions. Les gens s'intéressent plus à ce genre de choses. De notre côté, nous essayons d'être plus disponibles, de montrer que l'on peut se rendre utile, que l'on fait vraiment partie de la société, comme les autres. Encore fallait-il le montrer. Montrer que la noblesse, ce n'était pas que du protocole ou des mondanités, mais qu'elle savait s'investir et faire aussi bien, voire mieux que les autres. C'est donc Madame la Baronne qui s'y est collée. Elle a créé l'association Jeunes et Seniors, ça vaut de l'or, et une fois par semaine, elle organise un atelier. N'hésite pas à mettre un peu plus de crème, masse bien fort. Nous nous sentons responsables. Il y a maintenant beaucoup d'œuvres sociales organisées par la noblesse. C'est notre devoir de le faire. Il est indispensable de faire des choses pour les autres. Je me sens socialement très engagée. Ils sont vraiment très gentils ici. C'est un savoir-vivre très présent. Noblesse oblige. Respect des autres et engagement, c'est peut-être ce qui les distingue encore du commun des mortels. Pour le reste... La noblesse en Hollande, c'est une noblesse normale. Ils vivent simple. Ce sont des gens normaux qui ne sont pas très extraordinaires de société. Et on dit que c'est la monarchie à bicyclette, parce qu'ils usent la bicyclette comme tout le monde ici en Hollande. Alors, c'est ça, la monarchie à bicyclette. Au revoir. En France, on a coupé la tête de certains, mais pas de tous. Leurs descendants se reconnaissent à leur chevalière, cette bague qui porte les armes des lignées aristocratiques. Direction la Normandie, chez un châtelain qui fleure bon le passé et qui fait des émules, même chez certains bourgeois. En Normandie, les pierres de Fontaine-Henri racontent 9 siècles d'histoire et autant de blasons. Le dernier descendant s'appelle le marquis d'Oliançon. C'est un Européen, dit-il, puisque sa famille vient d'Écosse, de Belgique et même d'Italie. À regarder son arbre généalogique, on pourrait même s'y perdre. Ma famille maternelle descend de Lucrèce Borgia, en effet. Et par ailleurs, ce qui est assez savoureux, elle a le droit de prétendre au trône de Grande-Bretagne. Elle n'en est écartée que parce qu'elle est catholique. Alors, effectivement, il y a de quoi s'y perdre, mais c'est là que c'est utile d'avoir un arbre généalogique et des armoiries pour se repérer, savoir qui est qui, à quel endroit et quand. À l'époque, ses ancêtres utilisaient les armoiries pour se distinguer et signer certains documents. Aujourd'hui, monsieur le marquis porte toujours une chevalière, mais envoie son courrier par Internet. Son blason, il s'en sert occasionnellement, car pour lui, un sens profond demeure. C'est une transmission, ce n'est pas un retour vers le passé, c'est peut-être le moyen de conserver à chaque génération le meilleur de cette génération pour que ce ne soit pas perdu pour les générations suivantes. Je crois que c'est ça l'esprit de la chose. La vie n'est pas facile, alors quelquefois c'est bon d'avoir des points d'appui un peu solides qui vous sont transmis. Pendant l'été, les couleurs sont annoncées d'entrée aux visiteurs. Encore faut-il les interpréter et les reproduire, car c'est tout un art qu'il a confié à son héraldiste Xavier d'Andeville, un érudit passionné par la symbolique. Aujourd'hui, il travaille pour tout le monde, des nobles, des bourgeois, mais aussi des personnes comme vous et moi, qui veulent graver sur une bague ou une assiette une image. C'est quelque chose qui a un regain d'intérêt aujourd'hui particulièrement. Et donc, j'allais dire, c'est pour ça que je vous dis, je passe à peu près moitié de mon temps à créer le nouveau blason et l'autre moitié à reproduire. Et pour une création, Xavier d'Andeville a besoin de s'imprégner des lieux et du personnage. Françoise Robin a dû confier son histoire, ses motivations. C'est une femme avec des convictions qui s'intéresse de près aux monarchies européennes. Et je trouve ça merveilleux, parce que ça soude. Et la démocratie est en dessous. Et les Pays-Bas est un exemple de pays extrêmement libre. Nous, on est incapable de faire ça en France. Incapable. Nous, il faut qu'on se batte. Françoise Robin aime les armoiries pour ce qu'elles racontent, avec parfois un sens caché.
Cette gerbe de blé, par exemple, traduit son goût pour le travail. Mais arrêtons-nous sur ce détail, ce lien rouge qui évoque son père, un bourgeois chrétien et militant marxiste dans le 16e arrondissement de Paris. Effectivement, de servir la messe rue de la Pompe et puis après de vendre l'humain sur la place de Passy. C'est vrai que forcément, moi, c'est vraiment que ça me fait un peu sourire. Et je trouvais que c'était quand même intéressant quand même de le symboliser d'une façon sobre. Car cette bague sera le reflet de toute son histoire et de ses valeurs. Une manière pour elle de les affirmer, pour les transmettre à ses enfants. Un grand nombre de pays de l'Est étaient encore des monarchies au moment de la dernière guerre mondiale. Les communistes y ont mis fin brutalement. Nous allons en Roumanie. La royauté a été abolie en 1947, après un coup d'État. La famille royale et la noblesse ont dû fuir en abandonnant leurs biens. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme oblige le gouvernement à les dédommager, mais 23 ans après la chute des Ceausescu, les restitutions ne sont toujours pas achevées. Il y a une anecdote de famille qui est marrante. C'est que ma mère, quand elle était enfant, était un peu garçon manqué. Et elle passait son temps à grimper et à s'installer sur un des lions. C'était un petit peu le scandale parce que voilà, c'est côté rue et puis tout le monde la voyait. C'est la maison de famille, construite par mon arrière-arrière-grand-père. Maman est née dans cette maison, deuxième fenêtre, premier étage. Voilà, c'est une histoire que je n'ai pas vécue, mais j'ai l'impression d'y avoir vécu. Brianna Karadja dit souvent qu'elle est une princesse du dehors. Elle est née et elle a passé toute sa jeunesse à Paris, après l'exil en 1952 de sa mère et de sa grand-mère. Aujourd'hui, elle vit à Bucarest et chaque fois qu'elle repasse devant les anciennes propriétés familiales, elle est toujours très émue. Ça, c'est la maison que ma grand-mère a fait construire quand elle s'est mariée en 1915 et quand elle est partie justement de la maison, la grande maison d'arrière-grand-papa. D'abord, ils ne l'ont pas fichu dehors, ils l'ont installé sous la cage d'escalier. Vous savez, sous les cages d'escalier, il y a un petit espace souvent qui reste. Ils ont mis un petit rideau et elle avait le droit de dormir là, dans ce petit réduit de 2 mètres carrés sous la cage d'escalier. Et après, ils l'ont fichu dehors. Telian Tanaz, historien, est la mémoire de cette spoliation à grande échelle. Il connaît l'histoire de chaque maison. Après la Seconde Guerre mondiale, les communistes ont réquisitionné tous les bâtiments à partir d'ici. C'était le quartier le plus riche de Bucarest. Des aristocrates avaient construit ici, mais également des banquiers, des industriels, des bourgeois roumains. Cela s'est fait avec une telle violence, une brutalité terrible. On n'avait jamais connu ça auparavant. Le roi Michel n'a pu revenir en Roumanie qu'en 1990, après la Révolution. J'ai fait une visite avec le roi Michel, Sa Majesté, ici, il y a quelques années, et je l'ai vu pleurer. Tous les souvenirs de son première enfance sont connectés avec cet immeuble. Brianna est une descendante directe de Vlad Basarad, bien connu au XVe siècle pour son surnom. Je suis une descendante de Dracula. Par ce côté roumain, ma grand-mère est née de Crețulescu Basaraba, donc directement en ligne directe dans cette famille. À Paris, Brianna avait une vie d'exilée plutôt agréable. Aujourd'hui, elle vit dans un appartement modeste du centre de Bucarest. Même si elle ne possédait plus rien en Roumanie, le choix de revenir s'est imposé comme une évidence. J'étais la seule de ma famille étant née en France qui pouvait venir pendant les années communistes, pendant les années Ceausescu. Je pouvais venir parce que j'étais française. Et puis il y a eu 89 et je suis venue tout de suite. Parce qu'il y avait encore les chars en ville, partout, les paras qui gardaient l'aéroport, qui gardaient les points stratégiques du centre-ville. Et ça a été une redécouverte de ma Roumanie, qui était un renouveau, qui était un espoir immense. Et là, vraiment, j'ai senti l'envie, mais vraiment l'envie d'en faire partie. C'est aussi pour sa grand-mère qu'elle admirait que Brianna se bat pour récupérer le domaine familial. À part, évidemment, les maisons à Bucarest, le domaine familial était à côté de Ploiești, donc à 60 km, voilà, dans la partie sud de la Roumanie, juste avant les Carpates. Et là, ça reste excessivement compliqué parce que les lois ont été faites en petits bouts. Donc on est obligé de réclamer un domaine qui fait, par exemple, dans mon cas, plus de 1000 hectares en morceaux, hectare par hectare. Ça fait l'objet de procès séparés quand on en arrive au procès. Et ce sont des procédures qui durent très, très longtemps.
Juste pour la noblesse, on estime à 200 000 le nombre de dossiers à régulariser. Beaucoup de personnes spoliées se sont tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme. Devant cette affluence, la Cour a imposé à l'État roumain d'accélérer le mouvement. C'est ici que, depuis peu, une commission examine les dossiers. Objectif, rembourser le plus vite possible. Ça, c'est simplement un dossier. Ici, nous ne restituons pas, nous donnons des compensations financières avec de l'argent, beaucoup d'argent. Trop d'argent, vous pensez? Si je vous dis que nous avons donné 100 millions d'euros, payés par l'État roumain à un ancien propriétaire, ça vous donne une idée des compensations. 100 millions d'euros, c'est pas mal, non? Après 23 ans de combat, Brianna n'espère plus récupérer les maisons familiales qui appartiennent maintenant à l'État roumain. Elle n'a obtenu que quelques compensations financières. Mais sa détermination, son franc-parler, sa lutte contre toutes les formes d'injustice en ont fait aujourd'hui une personnalité incontournable. Je suis très fière du titre que je porte, je suis fière du nom, de l'histoire que la famille a, mais ce n'est pas ce qui me définit comme personne. La personne, Brianna, qui est également une activiste, une militante, c'est ce qui me définit comme personne, comme être humain qui vit sur cette planète, comme mère, comme fille, comme être humain. Brianna ne possède plus rien. Elle n'est riche que de ses valeurs. On se quitte et l'on se retrouve sur le site de l'émission. Au revoir.